l'avantage de la mer, c'est qu'on n'a pas trop le luxe de comprendre trop lentement. Parce que les sanctions arrivent assez vite. Donc c'est un milieu naturel puissant et hostile dans lequel on est tout petit. Et les sanctions arrivent très très vite. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'a priori, les cursus que les navigateurs font, ou sont obligés de faire, les font passer par des catégories de bateaux qui sont modestes. Hein, la Mini Transat, que j'ai eu la chance de faire la première, c'était en 77. C'était une épreuve complètement folle, puisque si vous ne suivez pas forcément ça, c'est réservé à des petits bateaux qui ne dépassent pas 6,50 m. Donc 6,50 m, c'est 2 fois les 3 tables, quoi, à peu près. Après, le Figaro, c'est des petits bateaux de 9 mètres. Ça veut dire que toutes les bêtises qu'on fait à cet âge-là, qui sont inévitables d'abord, les erreurs, hein, et les conséquences sont beaucoup moins graves que si on faisait ces bêtises avec beaucoup plus de moyens et beaucoup plus de puissance et de technologie. Vous parliez des sanctions, c'est quoi la sanction? Bon, la sanction, elle est simple. La sanction, c'est qu'au début, on se croit plus fort que tout le monde et que forcément, on ne l'est pas. Ouais. Au début, on pense qu'il faut combattre la nature alors qu'il ne faut surtout pas le faire. Au début, on croit que c'est en courant qu'on va plus vite alors qu'il faut marcher. C'est tout un tas de choses qui font qu'il faut avoir un œil un peu... Je vais vous raconter une anecdote, vous allez très vite comprendre. La première course du Figaro que j'ai faite, puisque vous parlez de cette course, c'était en 77. Il y avait des gens très connus, dont un que vous connaissez encore très bien, que je viens déjà de citer, puisque c'est Mike Birch. Et Mike avait 40 et plus de 40 ans, donc c'était forcément un vieux. Et nous, on avait 20 ans. Et manifestement, c'est vrai que bord à bord avec Mike, il ne pouvait pas nous suivre en manœuvre. Enfin, parce qu'il marchait et nous, on courait. Donc, on faisait les manœuvres très très vite. Et la première étape, je me souviens très bien, ça partait de Perros-Guirec et ça allait en Irlande. La moitié de la première étape, on passait les Scilly, c'est-à-dire les îles qui sont au sud de l'Angleterre. J'ai bien entendu pas dormi de la nuit comme tous les jeunes de 20 ans pour être sûr d'être devant. Bien entendu, j'étais devant, parce que j'ai dû passer 3e au Scilly et je suis arrivé 17e en Irlande. Et c'était le début de la première question. Et en fait, ça n'a pas arrêté. Et Mike, en fait, ce qui était assez étonnant, c'est que bord à bord, on allait toujours plus vite que lui et que 3 jours après, il était toujours devant. Donc, non, mais c'est très important soit vous ne voyez pas où est le message, soit vous essayez de vous dire il y a un truc. Et effectivement, c'est en fonction de la vitesse de compréhension de ce message qu'on progresse plus ou moins vite, quoi. Quand il y a le choix, vous disiez, entre multicoque et monocoque, est-ce qu'il y a le choix aussi au départ entre solitaire ou équipage? Oui, il y a toujours le choix comme ça. Il y a toujours le choix entre solitaire et équipage, mais en ce qui me concerne, je connais plus mon cas personnel. J'étais plus attiré par le solitaire parce que j'avais l'espèce d'impression, vraie ou fausse, que ça devait être plus difficile, donc on devait apprendre plus vite. Je ne suis pas sûr que ce soit faux d'ailleurs. C'est probablement une obligation de polyvalence. Qui est une école de la vie en fait aussi. Il y a une grande différence entre la vie à terre et la vie en mer, ou la vie en milieu naturel hostile. Ça peut être la même chose pour la montagne, c'est que à terre, si on a un problème, si on est confronté à un problème, on a plusieurs solutions probablement. Et en plus, on n'est pas forcément toujours obligé de trouver la solution de manière immédiate. On peut très bien dire, bon finalement, ce problème, je vais le résoudre demain. Et en mer, ou probablement en montagne, mais je parle de ce que je ne connais pas, mais je pense, quand on a un problème, on est obligé d'y répondre immédiatement et de manière catégorique, et sans erreur justement. Donc j'avais le sentiment que le solitaire m'obligeait à progresser plus vite, et donc du coup j'y ai pris goût. Et d'ailleurs, d'avoir le goût et d'aimer le solitaire, c'est un avantage indéniable dans les courses en solitaire, parce qu'il y en a qui ont énormément de mérite, qui n'aiment pas ça en plus. Et qui vont être solitaires parce qu'ils veulent participer à ces courses-là. Oui, parce que la motivation générale fait que, et d'abord le niveau des courses en solitaire, et en tout cas l'audience qu'on leur accorde, est paradoxalement plus importante aux courses en équipage. Donc, mais ils ont énormément de mérite d'y aller sans aimer ça. Moi j'aimais ça. Donc, Et lorsque vous êtes en équipage, vous justement préférez un équipage plutôt réduit que d'être une douzaine sur le bateau? Pour être très honnête, j'ai pas de choix particulier ou d'envie particulière. Je vous ai dit que je préférais le solitaire, c'est vrai, mais d'un autre côté, dans le Tour du monde en 80 jours, j'ai découvert quelque chose que je ne soupçonnais pas, puisqu'on est parti dans un commando de 5. C'est très peu nombreux, c'est un tout petit commando. Sur un grand bateau pourtant. Sur un très très grand bateau, mais en fait ça a été une aventure humaine exceptionnelle, et je ne suis pas sûr ça aurait été complètement différent tout seul, ça aurait été complètement différent, et je pense qu'on n'aurait pas eu ce partage
qu'on a vécu ensemble. C'est quelque chose qui est difficile à faire ressentir à l'arrivée, quoiqu'en fait ceux qui ont eu la chance de croiser à l'arrivée effectivement se sont rendus compte qu'il s'était passé quelque chose de très spécial dans ce petit groupe de 5 bonhommes. Ça doit être forcément la même chose dans des expéditions en montagne ou dans les continents arctiques. En fait, on voit bien ce qui lie ces hommes, c'est plus de la voile, en fait, c'est de l'aventure humaine tout simplement. C'est très très riche, vraiment très riche. Enfin, on se pose tous la question quand on vous voit sur l'eau comme ça, 5 ou 6 sur un bateau, comment vous faites pendant 2 mois et demi pour cohabiter? L'ambiance ne doit pas être toujours à la courtoisie. Bah, vous parlez de courtoisie justement, je vais vous raconter une anecdote et vous allez comprendre que c'est assez intéressant. Il est évident qu'on évolue dans des espaces confinés, donc très très peu d'espace, puisque ceux qui n'ont jamais vu ce genre de bateau, celui qu'on avait autour du monde, il est très grand, il fait 27 mètres de long, 14 mètres 50 de large, 35 mètres de haut. Mais les coques, elles font 1,60 m de large, c'est-à-dire à peu près ça. Et il n'y a qu'un tiers des coques qui est habitable, c'est-à-dire à peu près 4 mètres. Enfin, j'exagère, c'est même un quart. Et on vit à 5 là-dedans, c'est pas beaucoup. Et les moments sont parfois très durs, donc il faut trouver des règles de comportement entre les hommes qui font que les moments durs passent de la manière la plus légère qui soit. C'est pas forcément évident, en tout cas en ce qui nous concerne, on avait décidé d'adopter quelque chose qui pourrait paraître un peu futile, mais des règles de comportement et de courtoisie, puisque j'entends votre mot, un peu exacerbées, c'est-à-dire un peu exagérées. Alors ça peut faire sourire aujourd'hui a posteriori, mais je peux vous dire que ça nous a énormément aidé, puisque la quasi-totalité des manœuvres se faisait toujours avec un « s'il te plaît, merci », etc. Donc ça fait marrer, mais la première semaine, ça va, au bout de 2 mois et demi, ça va être dur. Ben non, c'est pas dur du tout. Et en fait, ça oblige à un comportement respectueux de l'autre. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà été... J'arrête pas de l'écarter, mais j'entends des raisons. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur un multicoque de course par temps raisonnable, mais il faut hurler pour s'entendre. C'est-à-dire que si on est même à cette distance-là, ou à 4 mètres, on est obligé de hurler. Alors essayez de demander à quelqu'un en hurlant quelque chose gentiment, et vous allez voir que, non mais hurler gentiment pour voir. Vous allez voir que c'est pas du tout évident. Vous rajoutez la fatigue, l'alimentation et le niveau de stress, et vous vous rendrez compte que si vous adoptez une technique, aussi ridicule soit-elle, mais qui veut dire les choses comme on veut les dire, vous supprimez de manière définitive tout problème. Donc les problèmes, il ne s'agit pas de savoir comment les gérer, il s'agit aussi de savoir si on peut les anticiper et les supprimer, il faut les évacuer avant le départ. Et tout ce qu'on a pu supprimer avant le départ, on l'a fait. Et notamment le recrutement des gens qui sont avec vous, j'imagine. Même chose. On ne va pas se poser de questions sur la qualité de ses partenaires. Non, mais là, en plus, il y a des sortes de priorités dans la vie, et puis on se trompe parfois. Là, on ne s'était pas tellement trompé, et je voulais absolument d'abord des qualités humaines exceptionnelles, en pressentant la difficulté de ce qu'on allait vivre ensemble. Donc je pense que c'était la priorité numéro 1. La priorité numéro 2, c'était forcément un niveau de compétence exceptionnel aussi, puisque personne au monde avant nous ne l'avait tenté, donc il fallait que les gens soient vraiment avec un certain niveau. En 3, je souhaitais avoir sur les 4, 2 des anciens de la plateforme qu'on a utilisée, parce que c'était un ancien bateau qui s'appelait Jet Service avant, qui est devenu Commodore Explorer à l'époque, en 93, et 2 des anciens équipages avec qui j'avais eu la chance de naviguer. Puis vous mettez tout ça dans l'ordinateur et finalement il ne restait plus beaucoup de monde quand vous mettez les 4. Et ça donnait ce que vous avez vu il y a quelques années. Ça marchait. Comment vous êtes sur un bateau? Vous êtes plutôt j'impose ma décision, ou on se concerte plutôt à 5, même si on n'a pas toujours le temps, puisque vous disiez c'est instantané la décision? Oui, mais ça dépend de la manière dont vous avez préparé tout ça. C'est-à-dire que vous pouvez toujours parler pendant des heures pour ne rien dire, c'est toujours pas l'intérêt aussi. Ou alors, vous avez essayé d'anticiper tous les problèmes potentiels qui peuvent se poser. Et ça, c'est une question d'anticipation. Je vous donne un exemple qui est facile à comprendre. Dans les conditions impérieuses de succès de cette aventure, c'était la pleine conscience des objectifs. C'est-à-dire qu'il ne fallait absolument pas qu'aucun des 5 ne se trompe d'objectif. L'objectif initial, c'était surtout pas d'aller le plus vite possible, d'aller faire les fous dans l'océan Sud, de faire le tour du monde en 80 jours, c'était même pas l'objectif, pour être très honnête. Enfin, on l'a répété 100 fois, donc je suppose que les gens, au bout de 3 mois, enfin, déjà, ils ont du mal à le comprendre. Oui. L'objectif était par palier, c'était petit 1, essayer d'aller là-bas pour apprendre, puisque personne avant nous l'avait fait.
Petit 2, d'essayer effectivement de ramener un certain nombre de records, si on avait la chance de pouvoir le faire, donc avec la capacité de notre machine. Petit 3, d'aller le plus loin possible. Petit 4, d'essayer de revenir avec un bateau en bon état. Enfin, revenir, je veux dire, on aurait pu s'arrêter avant. Et petit 5, se rapprocher le plus possible du temps des records. Le record était à 109 jours, donc on aurait fait 95 ou 108 ou 107, c'était important. Et il aurait suffi qu'un seul des 5 se trompe d'objectif et qu'un jour se dise mais bon, maintenant on met le pied dedans et on accélère pour que ça puisse faire capoter la totalité du défi. Donc quand je vous parle de la conscience de la totalité de l'équipage par rapport à des objectifs, c'est extrêmement important puisque la moindre petite erreur de conscience aurait pu mettre à néant tous les efforts qui ont été faits avant. Alors, quand on est seul sur un bateau, face à apparaître des défis humains extraordinaires, notamment le Vendée Globe, puisque c'est la course la plus médiatisée en ce qui concerne le solitaire et le sans escale, on a forcément peur sur des bateaux comme ça. Quand on voit les films ensuite, on se dit mais comment vous faites pendant 2 mois et demi? Vous êtes au four et au moule en permanence, vous dormez sans doute pas, c'est des moments de peur énormes. Enfin, comment on gère tout ça? Je pense que la gestion, de toute façon, on n'est pas à plaindre, on est en train de dire c'est dur, c'est épouvantable, etc. C'est surhumain pour des gens normaux. Non, mais je vous rassure, d'abord, ça nous fait très plaisir, sinon on n'y irait pas. Oui, quand même. Et c'est sûr que s'il n'y avait pas un peu de difficulté, un peu de piment, et de savoir comment l'homme, le bipède que nous sommes tous, est capable de surmonter des difficultés, il n'y aurait pas de saveur à ça. Enfin, donc les difficultés, même si on en parle, il ne faut pas les voir comme des espèces, enfin, de choses insurmontables. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir par contre, c'est une histoire de proportion, c'est-à-dire que ce soit vous, moi ou un athlète exceptionnel, on sera toujours démesuré par rapport à ce que demande la machine et la nature. Donc si vous n'avez pas conscience de ce décalage de proportion, déjà vous êtes en danger, quoi. Mais je pèse mes mots, c'est-à-dire qu'il y a une vraie obligation d'un niveau d'humilité minimum avant de prétendre être capable de réussir ce genre de choses. Et c'est la raison pour laquelle c'est assez dangereux de le faire à 20 ans. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que, et c'est pas une critique, mais c'est que c'est normal d'avoir envie de bouffer tout le monde quand on a 20 ans, et c'est normal d'avoir besoin d'un peu plus d'heures de vol pour se rendre compte avec le recul que c'est pas si simple que ça la vie, quoi. Donc nous, c'est pour ça que je vous disais également qu'on a la chance d'avoir des réponses assez brutales à nos erreurs, que ce soit en mer ou en montagne, parce que l'univers dans lequel on évolue, on a le privilège d'évoluer dans un univers absolument exceptionnel. C'est probablement les 2 derniers espaces de liberté, mais ce privilège, il a aussi un contrepoids, c'est que ce sont des univers absolument intransigeants et surpuissants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter. Donc la deuxième erreur à ne pas faire, c'est de croire qu'on peut lutter contre, alors qu'il ne faut surtout pas. Et à partir de là, ça change complètement la manière d'évoluer dans ce milieu et le regard qu'on porte au milieu dans lequel on évolue. Donc après c'est dur, oui, mais si vous avez déjà dans la tête bien ancré ces 2 préambules, c'est plus dur. C'est complètement différent. C'est une espèce de jeu qui consiste à faire comme le roseau, c'est-à-dire à jouer avec la nature, à jouer avec les vagues, à jouer avec les éléments, à choisir les bons angles, à choisir les bons angles qu'on donne au pilote automatique sur les temps solitaires, à choisir de ne pas forcément faire souffrir le bateau. Je ne peux pas vous l'expliquer de manière cartésienne, parce que ce n'est pas forcément évident, mais vous pouvez poser la question à tous les marins qui ont un peu d'heures de vol, ils vont vous expliquer avec leurs mots à eux qu'ils sentent avec les fesses que le bateau fatigue ou il ne fatigue pas, mais ils vous parlent. Donc si vous êtes inconscient en train de dire de toute façon ça a été calculé pour que ça passe, le reste c'est pas mon problème, ben, le résultat vous le connaissez, vous prenez tout dans la gueule. Ce qui ne veut pas dire que si vous faites attention vous n'allez pas prendre quelque chose dans la gueule non plus, mais au moins il y a une espèce de respect mutuel de la machine, enfin de ce que vous voyez. Vous faites qu'un. Oui, ça me paraît très très important. Donc à partir de ce moment-là, c'est plus de la lutte, quoi. Je ne pense pas qu'on puisse gagner en luttant, enfin, dans notre univers. Je pense qu'on peut gagner en jouant et en... c'est la raison pour laquelle, enfin réfléchissons 30 secondes, après vous pouvez me poser la question, mais pourquoi les femmes arrivent à gagner des courses solitaires? Les femmes sont a priori physiquement un peu moins puissantes que les hommes. Et sur l'eau, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence. Pourquoi? C'est bien la preuve que ce que je vous dis a un peu de fond, c'est-à-dire que c'est un sport qui est beaucoup plus intellectuel que physique. Si vous placez votre effort au mauvais moment, au mauvais endroit, de toute façon, vous allez être 10 fois plus fort que moi, ou qu'une femme, ou Florence, ou Isabelle, ça ne changera absolument rien. Giovanni Soldini qui a sauvé Isabelle, là, c'est un tout petit bonhomme, il est grand comme ça.
Mais c'est un type génial. Notre regretté Loïc Karadec, qui a disparu il y a une bonne quinzaine d'années, c'était un tout petit bonhomme, encore plus petit que Giovanni. Donc, mais c'est intéressant intellectuellement. Ça veut dire que c'est pas un sport de mules, quoi. J'ai rien contre les mules, parce que mais c'est une recherche permanente de. Maintenant, c'est facile à dire ce que je viens de vous dire, sauf que s'il y a quelqu'un qui réfléchit bien et qui en plus est plus fort que l'autre, il doit faire les manœuvres plus vite en se fatiguant moins. Donc, vaut mieux être en bonne santé et plus physique quand même. Enfin, en bonne santé pendant 2 mois et demi, ça te paraît... Non, alors ça c'est un autre débat de savoir si vous êtes dopé, puisqu'on parle beaucoup de... Oui, mais justement... Il n'y a pas de contrôle chez vous? Si, il y en a, et on a la chance d'évoluer dans un milieu dans lequel c'est pratiquement pas possible, d'après ce qu'on m'a expliqué. Pourquoi c'est pas possible? Parce que n'importe quelle notion de dopage a une notion de durée. Et que le contre-coup du dopage, il est catastrophique. Demandez au docteur de vous expliquer. Nous, on a un tout petit problème, c'est qu'on ne sait jamais quand ça finit. Donc, donc à la base, c'est quelque chose d'intéressant. Non, mais vous soulignez un point qui est un point extraordinaire. Et on a un privilège et une chance incroyable. Il faut que tout le monde en ait conscience, en tout cas nous. C'est que pour l'instant, et en tout cas pour l'instant, tant mieux, dans toutes les études marketing que vous voyez dans le monde entier, vous avez 2 choses qui apparaissent en rouge, je souligne 2 fois, c'est aucune connotation négative, ni en termes médical, dopage, ni en termes argent, financier, etc. Et dans notre monde de fin de XXe siècle, c'est assez intéressant. Donc ça, il faut le protéger et surtout pas le galvauder. Vous ne pouvez pas ne pas vivre sans peur pendant 2 mois et demi quand on est tout seul sur un bateau. Quelle est celle finalement qui l'emporte le plus? C'est celle de se dire je suis au beau milieu de la mer, à des milliers de kilomètres de la côte la plus proche? Non, ça c'est ce qu'on a recherché, donc c'est pas grave. C'est ce que vous avez recherché, ouais. Mais on se dit quand même, quand on est en extrême danger, qu'on est en limite, s'il m'arrive quelque chose, c'est terminé, personne ne viendra me chercher. Ça oui, mais... Enfin, vous dites pas ça tout le temps. Non, mais petit 1, c'est pas une surprise. Mais c'est important de le souligner, ça, parce que, enfin, on en reparlera tout à l'heure pour The Race, mais il faut bien faire la distinction entre la recherche du dépassement de soi, enfin tout ce qui est intellectuellement légitime et intéressant, et la notion de responsabilité. C'est-à-dire qu'aucun des gens dont on parle, ou un demi-mot, enfin, que ce soit le Vendée Globe, la Whitbrand, ou nous, le Trophée Jules Verne, en fait, on n'est pas des milliers au monde, mais enfin, on n'est pas qu'une dizaine. Aucune de ces personnes n'a un profil d'assisté, entre guillemets. J'entends, c'est en pleine connaissance de cause qu'on va à la recherche de cet univers un peu décalé et lointain, en sachant qu'a priori, personne ne peut venir nous donner un coup de main. Quand la polémique australienne, il y a quelques années, quand ils ont été chercher Isabelle et pendant le dernier Vendée Globe, la surprise a été totale pour la quasi-totalité des observateurs, y compris des acteurs, c'est de savoir qu'une frégate australienne pouvait envoyer des secours si loin. C'est-à-dire qu'a priori, on est convaincu qu'on ne peut s'en tenir qu'à nous-mêmes, et c'est pour ça que la solidarité des gens de mer est si importante. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière entre Giovanni et Isabelle. Alors là, très clairement, australien ou pas australien ou chilien, il n'y avait personne. Donc là, la limite extrême, c'est ce qu'ils ont fait il y a 2 ans pendant le Vendée Globe. Donc en fait, on peut broder des heures et des heures là-dedans en se demandant est-ce que c'est l'utilité de l'inutilité, etc. Enfin, c'est un autre débat qui est plus philosophique, mais ce que je veux vous dire, c'est que les gens qui vont là-bas sont tous sauf des irresponsables, sont tous sauf des assistés, et que autant que faire se peut, s'il y a un problème, ou s'il devait y avoir un problème, ils l'ont anticipé, intégré et assimilé. Et en fait, la sécurité, c'est une espèce d'autosécurité du monde maritime. C'est la raison pour laquelle il ne s'est pas passé 10 secondes entre la position et le problème d'Isabelle et le détournement de Giovanni. Il faut savoir qu'il a quand même fait 24 heures plein sud avec des conditions assez épouvantables, mais il n'en a jamais parlé, quoi. C'est une évidence et ça s'est fait de manière très très naturelle. Donc la peur existe, mais je dirais plus que de la peur, c'est une espèce de conscience permanente du niveau de danger qu'on court. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de kamikaze, quoi. Il n'y a pas de On parlera des conditions de sécurité évidemment tout à l'heure en parlant de The Race. Pardon de cette question qui peut paraître un peu voyeur, mais est-ce que vous pouvez nous dire, vous souvenir de la grande peur que vous avez eue quand vous étiez sur un bateau? Est-ce qu'il y a eu un moment où c'était vraiment, vous étiez à 2 doigts de passer par-dessus? Bon, ça a dû m'arriver 2 fois, pour être très honnête. Une fois dans la Mini Transat, donc la première Transat en solitaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les petits bateaux de 6,50 m. Donc ça explique un peu que c'était plus dangereux.
Et la deuxième fois, pendant le trophée Jules Verne, puisqu'on a eu la malchance d'avoir des vents de 85 nœuds, donc 2 jours avant de passer le Cap Horn. Donc c'est une tempête assez méchante. 85 nœuds, ça n'existe pas dans les livres, donc c'est les forces de cyclone ou d'ouragan. Quand on a une grosse tempête d'hiver ici, il y a souvent 40-45 nœuds. Et là, effectivement, on a eu ça se rapprochait, cette espèce de mélange de peur et de conscience extrême, de concentration extrême qui faisait que le groupe des 5 était hyper concentré. Et je pèse mes mots, c'est-à-dire hyper concentré sur quelle est la connerie qu'on va faire. Il faut bêtise interdite, erreur interdite. Et on sait qu'il fallait absolument pas... alors que la peur est un peu différente. La peur, c'est une espèce de palpitation, de non-contrôle de soi. Donc une fois passé ce stade-là, c'est un espèce d'état complètement différent. C'est un état de conscience très aigu de la situation et du niveau de danger dans lequel on est. Et une notion de responsabilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Et la solution, elle doit venir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de manière immédiate, radicale et sans erreur. Donc c'est assez intéressant. On va parler de The Race. Juste un mot sur le trophée Jules Verne. Est-ce que pour un skipper comme vous, même si ce n'était pas votre but au départ, le rêve quasiment ultime de faire le tour du monde en moins de 80 jours? Oui, ça l'est devenu et ça le restera probablement parce que on habite sur une petite planète bleue qui est ronde et qui est faite à 4/5 d'océan, c'est pour ça qu'elle est bleue d'ailleurs. Et nous, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on fait partie des privilégiés dont la passion et même le métier, et pour les plus chanceux d'entre nous, est de se mouvoir de manière naturelle sur cet élément bleu qui s'appelle la mer, les océans. Donc vous imaginez qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas trouver plus pur comme objectif de se dire on fait le tour de la planète sur les océans avec les éléments naturels sans s'arrêter et sans limite. Donc effectivement, à partir du moment où un groupe de marins dont j'avais la chance de faire partie a pondu ce règlement qui est un non-règlement dans les années, enfin il n'y a pas très longtemps, en 90, on ne peut pas faire plus beau, quoi. Donc tous les marins de la planète, y compris les non-français, on y reviendra, puisque le premier qui est venu nous provoquer gentiment, il s'appelle Blake, il est néo-zélandais, et il a réussi à nous battre l'année d'après, finalement font leur circuit professionnel qui correspond plus à leurs aptitudes ou à leur passé culturel, sur la Wheatbraid, la Coupe de l'Amérique, l'Admiral's Cup ou d'autres choses, où nous les Français à la course open. Et à un moment donné, si on doit avoir une espèce d'objectif lointain, comme un rêve, oui, je pense que ça le restera dans beaucoup d'esprits de marins. C'est lors de ce trophée que vous avez eu l'idée de The Race? En le faisant ou en... Oui, probablement, oui. Ouais. Enfin, ça ne vient pas comme une étincelle, mais c'est forcément un catalyseur. C'est-à-dire que si je l'avais eu l'année d'avant, déjà, m'aurait enfermé. Parce que dire que le tour du monde sans limite avec des grands multicoques, puisque personne ne l'avait fait avant nous, c'était déjà pas vraiment plausible. Ça a été le catalyseur, c'est très certainement. Oui. On va parler de The Race maintenant. On va voir juste un petit film de 3 minutes qui vous présente, qui vous donne une idée de ce qu'est The Race, qui est la course du millénaire sans limite.
Voilà, donc The Race, la course du millénaire qui partira le 31 décembre 2000, parce que vous considérez que le millénaire troisième commence en tout cas en 2001, a priori. Oui. Vous auriez pu le faire partir cette année. C'est une mauvaise version, ça, non? Il manque France Télécom. Non, mais... Oui, ben. Ouais, non, c'est pas un détail, mais enfin, on y reviendra parce que c'est plus sérieusement, c'est assez important pour la technologie. Oui, oui, bien sûr. Ouais. La fin 2000, c'est le 31 décembre 2000, donc le début du millénaire qui suit, c'est le 1er janvier 2001. Alors on ne sait pas encore d'où part la course, il y a plusieurs villes, hein. Il y a Barcelone, Marseille, Monaco, c'est les favoris. Oui, donc on est en fin de process de discussion avec ces sites officiels candidats. Et Barcelone paraît favori, après ce qu'on entend. Oui. Donc effectivement, si on devait choisir entre une ville de départ à l'étranger pour une ville de départ et une ville d'arrivée différente, une à l'étranger et une en France, il serait logique de privilégier l'étranger pour le départ et la France pour l'arrivée, puisque culturellement parlant, on est beaucoup plus proche de ce genre d'histoire et qu'on est probablement la seule population au monde avec les Néo-Zélandais capable d'accueillir le dernier comme on l'a fait pour le premier. Comme on sait que le dernier sera aussi vainqueur, donc c'est assez intéressant de protéger tout ça. Alors, le slogan de cette course, c'est « No limites », pas de limites. Dans votre esprit, pas de limites, ça va jusqu'où? No Limits, c'est un peu marketing et survendeur au début, mais il fallait absolument trouver un titre et une définition qui soit très facilement compréhensible. En 93, maintenant, ça va, on a compris, mais en 93, c'était la célébration du millénaire, le top 10, No Limits, l'international, le défi technologique. Enfin, au moins chacun des 5 points clés était facile à comprendre par tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je pèse mes mots, ça veut dire que cet événement ne s'adresse pas aux passionnés de voile. Cet événement s'adresse à tous les gens un peu curieux qui vont tendre l'oreille et à qui on va, j'espère, raconter une belle histoire, une belle aventure humaine. Ça veut dire que les passionnés de voile, ils vont être servis en premier parce que forcément, ils vont comprendre à demi-mot plein de choses, mais vous imaginez bien que tous les efforts qu'on fait en ce moment, c'est pour essayer de préparer les gens à ce que, le moment venu, ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire qui j'ai vu une course de bateau, qu'ils soient intéressés par la mer ou pas, à un moment donné, ça doit pouvoir les toucher, pas forcément tous sur le même sujet. Mais il y a forcément quelque part un sujet qui doit toucher tout le monde. Et qu'est-ce qui fera que cette course, il n'y en a jamais eu d'autres avant? Elle n'est pas faite pour ça. C'est-à-dire oui et non. C'est-à-dire que c'est difficile de se positionner et d'accepter le paradoxe d'être unique sans vouloir faire du marketing sur l'unicité. C'est-à-dire que sa valeur, c'est pas parce qu'elle est unique. Sa valeur, c'est parce qu'il y a un certain nombre de valeurs justement qu'on voudrait véhiculer et que on espère les gens vont comprendre. Donc pourquoi il n'y a jamais eu ça avant? Oui, parce qu'on n'a pas besoin. Sur l'aspect sportif d'abord. Sur l'aspect sportif, on peut parler de différence. On n'a jamais voulu faire de publicité comparative ni quoi que ce soit. La différence essentielle, c'est quoi? Puisqu'on parlait du Jules Verne juste avant, c'est que le Jules Verne est un record et ça c'est la course qui correspond à ces bateaux-là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe si on donne la liberté totale aux marins? Il se passe le Jules Verne et il se passe The Race. C'est-à-dire que comment les marins, à leur manière, peuvent célébrer cette date assez symbolique qui est le franchissement du 20e au 21e millénaire, c'est la réponse à cette question qui va nous être donnée entre décembre 2000 et mars-avril 2001. Moi j'espère que les marins, les meilleurs marins de la planète de cette époque-là, seront capables de vous raconter une belle histoire, simple à comprendre, et qui, à leur manière, va célébrer cette date. Il va y avoir plein de choses entre 99, 2000, 2001, il va y avoir les 2 réveillons, les magnifiques, plein de choses magnifiques, des choses moins magnifiques, des choses galvaudées. À leur manière, on est un peu obsédé par le fait que les marins ne doivent pas galvauder ce symbole. La planète est bleue, je vous l'ai dit, c'est 4/5 d'océan. La culture de l'homme est passée par les océans depuis des millénaires en fait. On était l'année dernière dans le Pacifique, on est passé par Hawaï, après par Tahiti, et j'étais passionné par le bateau, et en me disant mais c'est magnifique, ça va très vite, c'est extraordinaire, c'est très impressionnant. Et je dis mais attendez, mais l'essentiel c'est quoi? Pourquoi on vient là? Pourquoi on vient vous voir? Pourquoi on est passé à Hawaï? Pourquoi on a été à Tahiti, après en Polynésie, avant d'aller en Australie? C'est qu'il y a 3500 ans, c'est eux qui ont inventé ça. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné d'une course de bateau, on va être capable de raconter des choses qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui. Pourquoi on est en train de travailler sur un programme éducatif avec la mission pour la célébration de l'an 2000? Pourquoi avec France Télécom on essaie de balancer de l'image live de qualité acceptable par les télévisions? C'est pas pour faire de la surenchère de spectacle, parce qu'à la limite les bateaux n'en auront pas besoin, ils sont déjà tellement spectaculaires qu'on n'a pas besoin de tout ça. C'est pour autre chose, et cette autre chose c'est pour aller au-delà du sport. Donc
À la limite, c'est très drôle, mais je peux vous dire que les gens de l'équipe que vous connaissez bien en France, quand on leur expliquait ça il y a maintenant 5 ans, pour leur faire comprendre ce qu'on voulait dire, c'était simplement en disant il n'y a pas que le sport dans la vie. Et les gens de l'équipe, nos amis, parce qu'on ne parle pas qu'avec eux, ont été très sensibles justement au contenu de ce message. C'est-à-dire que The Race, c'est pas du sport, et ça sera autre chose. Quand vous dites éducatif, ça va s'illustrer de quelle manière? De manière concrète, c'est trop tôt pour le dire, mais on est en train d'essayer de répondre à une question évidente, c'est que manifestement, il y a le potentiel pour que ce soit une belle histoire, que cette histoire elle concerne des domaines aussi divers et variés que la géographie, la physique, les mathématiques, l'ethnologie, tout un tas de choses que les enfants ont besoin d'apprendre à un moment donné de leur scolarité. Et on le sait d'expérience, quand on a un sujet décalé intéressant, c'est beaucoup plus facile de se pencher dessus. Donc on essaie de trouver des liens intelligents et malins entre les besoins éventuels des programmes de certaines catégories de scolarité et l'histoire qu'on va raconter pour savoir de quelle manière on peut les aider à avoir des déclics qui rendent les choses plus savoureuses, plus gourmandes, donc c'est simple, on ne va pas faire la révolution. Sur l'aspect sportif, sur les bateaux, il n'y a pas de limite, on ne disait pas de contrainte en tout cas en termes de taille de bateau, en termes de nombre d'équipiers sur le bateau. Les bateaux, quel type de machine on va voir sur cette course? Quel type de bateau peut gagner une course pareille? Alors pour l'instant, c'est plus facile. Aujourd'hui, c'est plus facile d'y répondre, mais il y a maintenant 3 ans, la liberté totale avait cet avantage aussi, d'un point de vue conceptuel, de laisser libre cours à l'imagination totale de l'homme. Donc c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant. Ça a donné lieu à des élucubrations assez étonnantes. Plus on se rapproche de la deadline de début de construction des bateaux, et plus, bien entendu, tout le monde était obligé de se rapprocher du côté pragmatique de la faisabilité, et ça devient plus raisonnable. Non pas que ça soit moins fou, c'est assez spectaculaire, mais c'est plus raisonnable. Ça va ressembler à quoi? Bien entendu, il y a 2 catégories d'engins qui flottent à la voile. Il y a des multicoques et des monocoques. Dans les multicoques, il y a 2 coques et 3 coques, les katas et les trimarans. Et aujourd'hui, la majorité des gens pensent qu'un événement de cette nature doit être gagné par un multicoque. Le débat kata-tri n'est absolument pas tranché, puisqu'il y a des fervents défenseurs du trimaran, des fervents défenseurs du catamaran, pour des logiques complètement qui se tiennent, toutes les deux. Il est même fort probable que les deux aient raison, et que les 2 formes de bateaux puissent arriver en même temps, au même moment, en prenant des routes différentes par rapport à leur capacité. Et il y a également les défenseurs du grand monocoque géant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sans rentrer dans le détail, la physique nous explique que plus c'est long, plus ça va vite. Il y a un coefficient qui s'appelle le coefficient prismatique, qui dépend de la longueur des mobiles quand ils passent dans un fluide, dans l'eau. À ceci près que plus c'est long, plus le poids est incontrôlable, et que personne ne sait à partir de quand on arrête de contrôler cette courbe de poids, qui de linéaire devient carrément exponentielle. Et pour parler plus simplement, les bateaux que vous avez l'habitude de voir à la télévision aujourd'hui, comme ceux de la route du Rhum, ceux de mon frère Loïc, ou de Laurent, ou en Florence quand ils couraient encore, font 18 mètres de long. C'est grand, c'est pas grand. Enfin, pour un petit bonhomme tout seul, c'est déjà très grand. Donc on serait tenté de dire qu'un bateau de 36 mètres qui fait le double va beaucoup plus vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bateau de 18 mètres aujourd'hui fait 5 tonnes, et que le bateau de 36 mètres théorique, il ferait probablement 25 tonnes. Et on ne sait pas si il faut s'arrêter à un bateau de 30-33 mètres qui fasse probablement que 16 tonnes. Vous voyez la courbe dans ce cas-là, de 5 à 16 tonnes. Et il est probable qu'entre 35 et 40 mètres, ça passe de 16 à 25 tonnes. Donc il va y avoir une catégorie de gens qui vont faire le choix, qui sont en train de le faire, parce qu'il ne leur reste plus beaucoup de mois, de se dire, pour des raisons de fiabilité, pour des raisons techniques, pour des raisons également économiques, parce qu'on y reviendra, je fais un choix technique qui va dans cette direction. Donc très clairement, à l'écran, vous allez voir quoi? Vous allez voir des monstres. Vous essayez de prendre le bateau de Laurent Bourgnon qui vient de gagner la route du Rhum, et vous le multipliez par 2. Et les petits bonhommes, vous ne les multipliez pas par 2, vous les laissez à la même échelle. Et ça va donner quelque chose d'assez extraordinaire. C'est vrai que le mât de Laurent Bourgnon fait 58 mètres, soit 10 mètres de plus que l'Arc de Triomphe. C'est une folie, ça, ou c'est vrai? Non, enfin, je ne l'ai pas mesuré, mais c'est ce qui se dit. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai du mal à imaginer. Ça fait un tout petit bonhomme, effectivement. Ouais. Et à combien de personnes? Certains ont déjà parlé de 20, 30 équipiers sur le bateau. Oui, mais il y a une différence entre les multicoques et les monocoques. Donc les multicoques kata ou tri sont en train de se préparer avec des équipages entre 10 et 15, a priori. Une
en a qui pensent que 8-9 vont choisir un choix extrême d'équipage très très réduit, mais je pense plus raisonnablement entre 10 et 15. Et quand vous parlez d'une trentaine d'équipiers, c'est simplement sur les projets de grands monocoques. Actuellement, il y en a 5. Et il y en a même 2 qui sont assez atypiques, puisque c'est 2 propriétaires privés. Les autres sont des projets de bateaux neufs de course. Les 2 dont je vous parle, c'est un que vous avez probablement vu cet été, puisque ça appartenait à un Américain qui a battu le record de l'Atlantique des monocoques, qui s'appelle Marisha. C'est le plus grand monocoque en carbone du monde, il fait 45 mètres. Ça doit faire à peu près la diagonale de cette magnifique salle, à peu près. Je pense, vu le nez, un peu plus probablement. Et là, il pense être 37 à bord. Et le deuxième, vous l'avez probablement... Courtoisie là. Hein. Ouais, la courtoisie. Ouais, mais là, il y a de la place pour s'isoler. Donc là, ouais, ça doit faire un peu plus grand que ça, je pense, plus grand que ça. Et le deuxième, c'est un bateau que vous avez vu il y a longtemps, puisque c'est un bateau qui appartenait à Bernard Tapie, qui s'appelait le Phocéa, qui était à Marseille, et qui a été racheté par une femme, une milliardaire libanaise, qui s'appelle Mouna Ayoub, et qui a raconté donc à la presse il y a quelques mois qu'elle mettait le bateau en chantier en Allemagne pour qu'il soit prêt pour des records et être au départ de The Race. Donc, à côté de ça, on ne connaît pas l'issue de ça, mais il y a les projets de bateaux de course purs. Et les bateaux de course purs, si vous voyez les silhouettes, vous les verrez un jour, dans les magazines qu'on publie et ailleurs, c'est assez impressionnant, parce que ça fait 45 à 60 mètres de carbone pur. Je ne sais pas s'ils vont réussir à les mettre en production, mais s'ils y arrivent, ça va donner un spectacle absolument incroyable. Est-ce que, après ce qui s'est passé il y a une semaine avec Isabelle Autissier, on n'est pas tenté de vous dire qu'il faut fixer des limites dans la conception des bateaux? La semaine dernière, après le naufrage, Philippe Briand, qui est un des grands architectes français, disait « Depuis près de 2 ans, nous sommes près de 95% des architectes français à nous battre contre les règles qui imposent obligatoirement la conception de voiliers extrêmes qui transforment les courses en de véritables rollerballs. » Oui. C'est le paradoxe du règlement, c'est assez étonnant, c'est-à-dire Philippe Briand est d'ailleurs l'architecte d'un des projets de grand monocoque dont je parlais, qui est un projet franco-suédois, avec le français qui s'appelle Lionel Péan et un suédois qui s'appelle Peter Silverien. Ça pour la parenthèse. En fait, il fait allusion à quoi là? C'est-à-dire qu'il faut lire entre les lignes, il fait allusion au règlement actuel des monocoques du Vendée Globe et donc du Tour du Monde qui est américain, qui est en train Around the Land, qui est en train de se courir actuellement, qui a bloqué un certain nombre de facteurs et qui a laissé libre un certain nombre d'autres. Pour être très clair, la hauteur du mât est bloquée, la longueur est bloquée, le tirant d'eau, ce qu'il y a sous est bloqué, la largeur n'était pas bloquée. Donc les bateaux sont trop larges, je simplifie. Et maintenant, ils ont un problème parce qu'ils se disent ce sont des bateaux casse-gueule qui sont dangereux parce qu'ils sont trop larges. C'est-à-dire que s'ils sont à l'envers, finalement, c'est ni plus ni moins qu'une ventouse. Et vous avez un mât de 27 mètres qui est dans l'eau et une quille de 4 mètres qui est comme ça. Et bien malin, celui qui va vous dire comment il va revenir à l'endroit. Et c'est ce qui se passe. Nous, depuis qu'on est tout petit, on nous explique que les monocoques, normalement, quand on chavire, on se redresse. Sauf que les monocoques de la génération des années 60, 70, 80, 90 sont des espèces de monocoques comme vous pouvez en louer l'été ou ailleurs, qui ne sont pas aussi larges. Donc Philippe fait allusion à ça, puisque maintenant ils ont un vrai problème, puisque ces bateaux-là, ils doivent être une quinzaine dans le monde maintenant. Et comment réduire la largeur sans, vous voyez, sans casser l'homogénéité de la flotte? Comment prendre des décisions courageuses? Ils ont déjà pris des décisions courageuses sur la stabilité, c'est-à-dire qu'ils ont obligé tout le monde l'année dernière de manière unilatérale à alourdir les quilles. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que les quilles plus lourdes, ça permet au bateau de plus. Mais manifestement, le bateau d'Isabelle est resté à l'envers, donc ils ont un vrai problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité des bateaux? Il y a deux choses. La semaine dernière, on parle d'airbag, de choses comme ça. Il y a deux choses, c'est-à-dire que quand on dit l'absence de règlement, ça ne veut pas dire liberté totale, utiliser n'importe comment. Et il faut chercher un petit peu plus ce que veut dire règlement aussi, c'est-à-dire qu'un règlement peut être pervers à deux égards. Il faut savoir, mais je vais vous le raconter pour l'anecdote, parce que ça me paraît quand même assez important au niveau de la sécurité. La première année, c'est-à-dire en 1994, notre obsession, c'était de savoir si on prenait la bonne décision. Le fait d'avoir lancé un pavé dans la mare en décembre 1993 en disant l'an 2000, la célébration, le top 10, nos limites internationales, etc., effectivement, ça a séduit parce que ça ne pouvait pas ne pas séduire. Ça correspondait à un besoin d'une époque. C'était fort d'un point de vue simplicité de compréhension. Mais est-ce que pour cela, il ne fallait pas qu'on continue plus loin notre réflexion sur les dangers du no-limit? Exactement le sens de votre question, je suppose. Il y a des dangers du no-limit, il y en avait deux. D'un point de vue économique ou du point de vue sécurité. D'un point de vue sécurité d'abord,
on a demandé à tous les architectes dans le monde de bien vouloir nous aider à se faire une opinion plus pertinente sur cette question. Et je crois qu'on a fini l'étude avec 57 architectes, ce qui est quand même pas n'importe quoi. Et ils ont réussi à nous prouver par A plus B que quelques limites qu'on mette, elles auraient exactement l'effet inverse de ce qu'on recherchait, c'est-à-dire la sécurité. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous mettez une limite, le propre même de l'homme, c'est de tourner autour du règlement pour savoir comment, sans tricher, hein, j'entends, comment utiliser le règlement pour aller plus vite. Ça correspond exactement à ce que je viens de vous dire. Tous les paramètres sont bloqués sauf un, la largeur. La largeur, ça veut dire stabilité. Stabilité, ça veut dire puissance. Puissance, ça veut dire vitesse. Donc ils ont augmenté la largeur et maintenant on est devant un problème. Donc maintenant, il faut résoudre le problème. Sauf que si vous aviez laissé tout libre, c'est pas le débat d'aujourd'hui parce que de toute façon, c'était pas le but du jeu. La Coupe de l'Amérique, par exemple, il y a des règlements extrêmement stricts. Vous n'avez pas le droit de bouger d'un millimètre, la quille, le mât, la surface de voile, etc. Et là, on revient sur le côté économique. Le seul moyen de gagner la Coupe de l'Amérique, c'est de dépenser des millions de dollars pour tourner autour du règlement. C'est-à-dire que le centième de nœud, le nœud, la mesure de vitesse en bateau, coûte très très cher et très dangereux à la limite, puisque finalement on est obligé d'alléger au maximum, de réduire les coefficients de sécurité, alors que finalement le no limit a l'effet exactement inverse. Actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est que la liberté étant totale, ils sont d'abord complètement responsables et ne peuvent absolument jamais se reporter cette responsabilité soit sur un règlement, soit sur des architectes. Et le deuxième effet de cette liberté, c'est qu'à un moment donné, ils ont le choix entre, je dirais, le niveau de faisabilité de leur bateau, le niveau de performance, le parcours, et ils savent tous qu'avant de gagner une course de cette nature, il faut arriver. Donc ce qui est en train de se passer actuellement, c'est exactement l'inverse d'un règlement autour duquel il faudrait tourner. Chaque fois qu'il y a des accidents comme celui d'Isabelle Autissier dans cette zone du Pacifique Sud entre la Nouvelle-Zélande et le Cap Horn, le débat revient en disant est-ce qu'il faut vraiment passer par là? On dit que c'est une zone absolument épouvantable, où certains marins ont laissé leur vie. C'est quoi cette zone-là entre la Nouvelle-Zélande et le Cap Horn? C'est cauchemardesque vraiment? C'est pas entre la Nouvelle-Zélande et le Cap Horn, c'est tout ce que sont les 40e et les 50e parallèles sud. Donc ça commence au sud de l'Atlantique, en fait, près de l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que pour être très simple, ce sont des océans qui font le tour de l'Antarctique, le tour de la planète sans s'arrêter. Donc la houle est très forte, les vents sont très forts, les systèmes perturbés sont très rapides. Donc c'est les dépressions qu'on voit passer chez nous ici l'hiver, sauf que c'est la même chose en plus fort, plus grand, plus méchant. Nous on est toujours aussi petits, donc effectivement la différence entre les deux est assez impressionnante. Maintenant ce sont les seuls endroits du monde dans lesquels effectivement il y a une vraie difficulté à ce que l'homme puisse de se mouvoir sur des bateaux à voile d'abord. Il n'y a aucune espèce de raison de vouloir essayer de réglementer par des processus irraisonnables, en tout cas, la pratique des courses dans ces univers-là. Bien, nous passons à la dernière partie, c'est-à-dire questions-réponses. Les mains se lèvent, des micros arrivent, il y a des charmantes hôtesses qui sont dans le fond et qui se précipitent vers vous dès qu'une main se lève. Oui, parce qu'on est bavard là, mais... Alors, c'est toujours la même chose, la première question ne vient pas. Si, une première question quasiment au premier rang, non, une autre là-bas dans le fond, pendant ce temps les micros arrivent au premier rang. Monsieur. Oui, alors, moi, j'aurais voulu savoir le sentiment de Bruno Perron, donc... sur les déclarations d'Isabelle Autissier d'aider Giovanni donc pendant la course là. Vous faites allusion aux déclarations de... Ah oui, oui, d'Isabelle, depuis qu'elle est à bord du bateau de Giovanni. Oui. Vous savez, moi je pense que typiquement on a affaire là cette semaine à un cas typique de dérive journalistique. Je sais très bien de ce dont je parle et je pense qu'il y a peu de gens à terre qui comprennent la responsabilité qu'ils ont de répéter, voire de déformer les propos des marins. C'est-à-dire que c'est très difficile de se rendre compte l'état psychique des gens qui sont au milieu d'un univers hostile comme celui qu'on vient d'évoquer. En l'occurrence, Isabelle, qui vient de passer donc 2 jours à l'envers dans son bateau, sauvée par son copain Giovanni, qui est un mec adorable, et qui sont ensemble et qui ont dû commettre la maladresse de dire je crois, j'ai cru lire entre les lignes, on va faire une belle croisière. Enfin bon, ils sont à 55 degrés sud, ils vont vers le Cap Horn, elle a risqué sa vie, il vient de lui sauver sa vie, et puis il y a un con à Paris qui prend ça et qui brode sur 10 lignes
Et ça fait le tour du monde. J'ai regardé l'internet sur le site hier et les Américains sont stupéfaits de la connerie des journalistes français qui ont eu l'audace d'en rajouter des couches. Enfin bon, je me lâche un peu, mais enfin, puisque vous me posez la question, je vous donne sans me contrôler beaucoup le fond de ma pensée, quoi. C'est pas la croisière s'amuse en ce moment pour... Non, mais vous voyez, on a un rôle tous, c'est de faire attention à ce qu'on dit, quoi. C'est bien de faire rêver les gens, c'est bien, mais faut pas truquer la vérité dans un sens, mais faut pas la truquer dans l'autre non plus. On n'est que des humains et ils ont dû faire une petite maladresse. Donc, résultat des courses, il y a un autre mec qui est très bien, qui s'appelle Tiercelin, qui est en tête de la course, qui est un type extraordinaire, qui prend ça avec, je vous parlais de la courtoisie tout à l'heure et tous ces problèmes, tout est exacerbé, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre la réaction des marins quand ils sont en mer. Moi, je peux vous en parler. À un moment donné, avec le recul, on se dit, mais pourquoi j'ai réagi de cette manière ? Voilà, donc il faut faire attention à ça, il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas écrire n'importe quoi. Et à la limite, il faudrait un petit comité d'éthique à chaque marin avant de balancer l'info. Je veux dire, moi, depuis que j'ai eu un certain nombre de problèmes de cette nature, il y a toujours quelqu'un qui jette un coup d'œil à ce qu'on raconte, parce qu'on n'est pas obligé de raconter que des choses sensées, quoi. Donc, non, mais c'est important. Encore une fois, on n'est que des hommes, donc on n'est pas obligé d'être transparent tout le temps. Alors, il y a des gens qui le comprennent, même dans votre métier, et qui ont une certaine éthique. Il y en a d'autres qui l'ont moins. Bon, voilà. Donc à mon avis, c'est parti comme ça. Monsieur. Oui, je voulais simplement vous demander si vous comptez vous-même participer à la course, et si oui, sur quel type de machine. Ça doit vous démanger, c'est un projet comme ça, c'est vrai. Non, aussi paradoxal que ça puisse vous paraître, en fait, non, ça me démange pas. Donc, et je suis assez serein pour en parler maintenant, parce que plus on se rapproche, et plus on se rapproche d'une date limite à laquelle il faudra que je prenne cette décision. Donc depuis le début à cette question, je réponds d'abord que je ne m'octroie pas le droit de pouvoir y répondre avant une certaine date. Et c'est un peu logique et légitime, c'est-à-dire qu'on a lancé un certain nombre de chantiers, c'est un grand projet, on est plusieurs équipes, on est une grande équipe, une famille qui s'agrandit, et je ne peux pas me permettre de penser à autre chose que ça, au moins jusqu'à une certaine date. Bon, la date, je vous rassure, elle se rapproche. Hein. Et en plus de ça, j'y rajoute quelque chose qui est extrêmement et foncièrement sincère, c'est que si on me donnait à choisir aujourd'hui entre la réussite de l'événement et le plus beau des multicoques sur la ligne de départ, le choix il est fait depuis le début. Et sans que ça m'empêche de dormir, parce que je pense que vous comprenez mieux maintenant, c'est-à-dire que c'est une vraie passion, c'est absorbant, c'est passionnant, c'est quelque chose d'exceptionnel. Si on réussit ça, bon, effectivement, ma passion de la mer sera toujours intacte, mais il n'y a pas de commune mesure entre réussir l'événement et être éventuellement sur la ligne de départ. Donc ça, c'est le deuxième élément. Maintenant, pour être très honnête, il est vrai que j'ai quelques appels du pied, entre guillemets, de challengers potentiels, notamment de l'étranger, parce que le hasard de la vie fait que j'ai le plus grand nombre d'heures de vol sur ce genre de machine. Je parle des grands catamarans océaniques, et que, évidemment, si ça peut servir, why not, mais il faudra que je prenne la décision dans les très peu de mois qui nous séparent de la fin de début de construction des bateaux, qui se situe aux alentours du mois de juillet qui vient, pour des bateaux entièrement construits, et pour être très concret, qui se situe aux alentours de fin septembre dans des moules identiques, utilisés pour 2 bateaux. Donc on est jusqu'à preuve du contraire en février. Et donc je me laisse encore un petit peu de temps. C'est pas la priorité. S'il devait y avoir une ouverture, je finis de répondre de manière très concrète et honnête, comme ça, ça ne pourrait passer que par un certain nombre de conditions évidentes. C'est que, 1, l'événement est sur des rails, avec une équipe de management finalisée, terminée, ce qui est pratiquement le cas, mais pas encore. Donc ça va être le cas dans les 3 mois qui viennent. Et qui enfin tout se fasse de manière naturelle, c'est-à-dire que je passe absolument pas mon temps à aller chercher en tout cas de l'argent pour ça. Ça pourrait être très, très clair. La priorité est l'événement. Madame. Que pensez-vous de l'hydroptère? Pensez-vous que ce bateau changera totalement l'aspect actuel des courses? L'hydroptère, je suppose que vous le savez, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est le projet de bateau qui vole, hein. Donc sur des foils. Les foils sont des patins, des ailes qui sont dans l'eau comme ça, et plus le bateau va vite, plus ça lui permet d'être sustenté par ces foils, donc de voler et de supprimer toute la surface mouillée de la coque centrale.
C'est un projet qui a été initié par notre regretté ami Éric Tabarly, qui a été repris par un garçon qui s'appelle Alain Thébault, depuis un certain nombre d'années, avec une détermination farouche. Et en fait, ils volent. Donc moi je peux vous le dire, parce qu'il a accepté de naviguer contre nous il y a maintenant 2 ans, avant qu'on parte sur notre tour du monde en baie de Quiberon. Et c'est vrai qu'ils volent, c'est très très impressionnant. Alors maintenant, la question est de savoir, c'est comme toutes les recherches, on en parlait tout à l'heure, l'utilité de l'inutilité, à quoi ça sert, etc. Jusqu'à preuve du contraire, ça fait un peu avancer le schmilblick, comme tout le reste. C'est-à-dire que pour l'instant, personne ne le voit capable de traverser un grand océan, puisque pour une raison physique simple, c'est qu'il arrive à voler avec des vagues assez modestes, de l'ordre de 50 cm, un peu plus, peut-être 80 cm, et que par définition, sur l'océan, les vagues et la houle sont beaucoup plus importantes. Donc ils sont en train d'essayer de tenter un pari qui fait que probablement ils pourraient traverser l'Atlantique sur des zones beaucoup plus calmes, puisqu'ils vont beaucoup plus vite que tout le monde. Ils ont besoin de moins de temps, et comme ils ont besoin de moins de temps, sur une zone de 4-5 jours, on peut avoir un océan calme. Donc voilà, pour répondre plus directement à votre question de savoir si ça peut avoir des incidences dans l'avenir et dans le futur, sur les bateaux de croisière, c'est pas sûr. J'ai fait un petit papier dans un livre qu'on vient de sortir chez Hachette justement là-dessus, où je disais que en prospective pure, dans les 10 dernières années, on pourrait voir évoluer la voile de quelle manière. Je pense plutôt vers les multicoques, plutôt vers des facilités de manœuvre, plutôt vers de la vitesse facile, beaucoup plus de volume. Et l'hydroptère a un problème, c'est que ça oblige l'ensemble du bateau à être extrêmement léger. Donc ça ne peut marcher que sur des bateaux de compétition et a priori pas sur des bateaux de croisière qui par définition sont obligés d'emmener plus de matériel parce que pour notre confort. Et en compétition, en plan d'eau intérieur très probablement, mais en plan d'eau extérieur, c'est pas sûr. À ceci près qu'on pourrait très bien imaginer, pour conclure, que le bateau hydroptère actuellement il fait 18 mètres, il navigue et il vole très bien sur des vagues d'1 mètre. Donc pour naviguer sur des vagues de 6 mètres, il faudrait qu'il fasse quelle taille, quoi. Pourquoi pas? En tout cas, c'est intéressant. Et il faut surtout continuer à encourager ce genre de recherche, même si ça ne marche pas, s'il a cassé, ça fait 3 fois qu'il casse, mais si on abandonne ce genre de choses, il n'y a plus de recherche fondamentale et on devient un peu conservateur et on sait où ça mène, quoi. Donc moi je trouve ça très positif. Y a-t-il d'autres questions? Il y en aura une ici tout à l'heure, un micro viendra. Voilà, le micro arrive, presque en courant, c'est formidable. D'autres questions dans le fond là-bas? Non? Ça viendra tout à l'heure. Est-ce qu'il y a de la concurrence entre vous et votre frère? Un peu, oui. Lequel frère? Lesquels? Loïc et Stéphane. Ouais. Non, bon, bah bien sûr, il y en a eu beaucoup, mais maintenant, on n'est plus sur les mêmes circuits. Donc au début, ça a commencé parce qu'on est 3, j'ai 4 ans de plus que Loïc, et Loïc a 1 an de plus que Stéphane. Et c'est drôle, mais quand on était petit, la logique aurait voulu que Loïc et Stéphane, qui ont 1 an d'écart, c'est presque rien quand on a 10-12 ans, naviguent ensemble. Et finalement, je naviguais avec Loïc. Et c'est comme ça que Stéphane s'est mis à la planche. Ça lui a plutôt bien réussi d'ailleurs, parce qu'il a eu quelques titres de record du monde et pas mal de titres internationaux avant de faire de ses folies dans les glaces. Et après, avec Loïc, on s'est séparés et on est resté sur le même circuit pendant une dizaine d'années. Et maintenant, on n'est plus sur le même circuit, donc il n'y a plus de concurrence. Il va participer à la course, normalement. Et il fait tout pour participer à la course, ouais. Donc il est en train d'essayer de boucler son budget pour pouvoir démarrer la construction d'un projet très intéressant, puisque je vous parlais des tris et des katas tout à l'heure, j'ai oublié simplement le sien, c'est ni l'un ni l'autre, un peu original comme d'habitude, et c'est tri à foil, justement. Donc c'est pas un foiler pour voler, c'est un trimaran qui veut s'appuyer sur des foils, donc il va être beaucoup plus large, beaucoup plus léger que les trimarans classiques, et beaucoup moins long que les projets extrêmes que sont en train de préparer les anglo-saxons. Donc en clair, il y a des projets de catamaran de 33-35 mètres qui sont en train pratiquement de démarrer, et son projet est moins grand, à peu près un peu moins de 30 mètres, très large, très léger, et avec des foils. Et vos 2 sœurs? Il n'y a pas de concurrence non plus. Mais pendant les réunions de famille, elles sont dans le coup Oui, mais bien sûr, elles naviguent moins que nous, mais elles ont navigué beaucoup. Et en tout cas, elles voyagent. Il y en a une qui vient de rentrer de, je ne sais plus où elle était, en train de plonger en Égypte ou ailleurs. Donc ça voyage beaucoup. Oui.
peut-être parler juste un mot de l'aspect technologique parce qu'on n'a pas parlé. Une question également. Là, le temps que le micro arrive, puisqu'on parlait de France Télécom tout à l'heure, vous avez un pari, c'est celui de retransmettre des images télé d'une qualité absolument phénoménale, avec des caméras sur tout le bateau, ce qui n'est pas sans poser de problème. Sans poser de problème. Ça, c'est un pari technologique qui est absolument fou. C'est-à-dire que, avant d'être technologique, il est philosophique. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire, à 7 ans de l'événement, en 93, qu'on va, si Dieu le veut, lancer autour de la planète la flotte la plus prestigieuse et la plus spectaculaire qu'on ait pu imaginer. Donc des bateaux qui vont représenter leur époque. Et leur époque, c'est quoi? C'est 2001. C'est le début du 21e siècle. Donc on ne peut pas imaginer une seule seconde que la communication qu'on met en place pour raconter cette histoire ne soit pas également en adéquation avec son époque, c'est-à-dire 2001. Donc on ne peut pas imaginer que l'image qui vienne de cette aventure, l'histoire qu'on raconte à travers cette image, ne soit pas de 2001. Donc je vous raconte ça parce que c'est quand même le début de la logique. Et donc en n'y connaissant rien, ce qui était notre cas, on s'est quand même tourné vers les professionnels de l'audiovisuel pour dire mais qu'est-ce qui peut se passer dans l'informatique, l'audiovisuel, la transmission d'images à échéance de 6 ans, 7 ans. Et on a eu la chance de tomber sur un vieux camarade de jeu qui est un peu fou, qui s'appelle Yves de Villers, et grâce à qui vous avez pu avoir les images du désert, du Paris-Dakar, de Formule 1, etc., qui est suffisamment fou pour dire c'est pas possible, donc on va le faire. Quoi. Et il faut des gens comme ça, c'est-à-dire que personne ne l'a fait, donc on va le faire, et c'était il y a 5 ans. Et après, vous imaginez la suite des opérations, c'est-à-dire avec qui on peut le faire, comment on peut le faire, et on a eu la chance d'accueillir France Télécom et de l'annoncer en décembre dernier, ce qui fait qu'on a franchi une étape absolument majeure dans le processus de recherche en tout cas. Et pour être très honnête avec vous, la première fois qu'ils ont réussi à balancer de l'image en direct d'un bateau mobile sans rien, c'était au mois d'octobre, pendant les essais. On n'a pas communiqué dessus parce que c'est pas fini. C'est un peu comme l'hydroptère, les vagues étaient plutôt d'1 mètre et pas de 5 mètres. Donc maintenant la deuxième étape c'est de faire la même chose avec des vagues beaucoup plus violentes. Et ça peut donner des choses absolument extraordinaires. Sans rentrer trop dans le détail, vous allez comprendre le ratio. Pour l'instant, avec des standards qu'on appelle des standards B, ce sont des antennes que vous voyez sur les bateaux de la Whitbread, la course autour du monde en équipage. On ne voit pas beaucoup en France. Il faut que je vous dise quand même que c'est le record du monde d'audience cumulée de télévision pour un événement maritime. C'est le 7e événement mondial, mais personne ne le sait en France, ce qui prouve bien le problème culturel et des protectionnismes culturels des disciplines. Et sur ces bateaux, il y avait ces espèces de standards B. C'est la même chose que sur le bateau d'Olivier Kersauzon pendant la route du Rhum. C'est quelque chose qui a à peu près 11 ans en technologie. Et avec ça, vous balancez un débit de 64 kilobits par seconde. Sans rentrer dans le détail, il faut que vous sachiez que ça donne à peu près des images comme le visiophone. Dans le saccadé. Voilà. Ou alors compressé avec un taux absolument incroyable pour avoir une petite séquence un peu plus convenable. Là, ce qu'est en train de préparer France Télécom avec Yves, c'est 4 mégabits, c'est-à-dire 4000, 64, 4000. Donc c'est ce que vous avez ce soir en allumant le poste. Bon, maintenant, si on réussit, ça ne veut pas dire qu'il faudra mettre n'importe quoi dedans. Et ça, c'est un autre débat, c'est un débat de contenu, un débat éthique, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc il faut d'abord commencer par la technologie, puis après, on travaille sur le contenu pour savoir jusqu'où ne pas aller. Justement, d'ailleurs, tiens, on parlait tout à l'heure d'un petit Telex malheureux. C'est aussi simple que ça. Il faut savoir quoi raconter et sans truquer la vérité, que ce soit une belle histoire. Oui. Combien y a-t-il d'inscrits aujourd'hui pour The Race? Et sur le site internet, est-il évolutif dans le sens où est-ce qu'à chaque nouvel inscrit, on peut le consulter sur internet et savoir éventuellement leur partenaire, le type de bateau, ce genre de choses, quoi. Oui, tout à fait. Pour l'instant, il y a exactement 17 préenregistrés officiellement. Ça va se terminer à peu près à 23-25 pour les 80 qui faisaient partie du panel original il y a encore 2 ans. Là, sur ces 20-25, a priori, il devrait en rester une dizaine, puisque c'est à peu près la tendance qui est en train de se vérifier. Et à chaque fois qu'il y a une information, sur le site internet, il y a 2 choses. Le site évolue, mais à une vitesse somme toute raisonnable depuis 1995, puisqu'il a été mis en route il y a 2 ans, je crois. Ça va changer bien entendu de calibre, puisqu'on travaille avec France Télécom sur le site final, qui devrait déjà avoir une vitesse d'évolution différente à partir du mois d'avril, du mois de mai, maintenant. Donc il va déjà changer de niveau dans les 4 mois qui viennent. Et plus on va se rapprocher de la zone de départ, et plus il va devenir interactif, bien entendu, avec pour ambition avouée, on n'a pas communiqué dessus parce que chaque chose en son temps, mais il est très clair que je fais un petit retour en arrière sur la Whitbread dont je viens de vous parler.
puisqu'en France, ça n'intéressait personne pour des problèmes différents, mais c'était le site web sportif qui a eu le record du monde, tout simplement, il y a 2 ans. Ça a été battu récemment par la Coupe du Monde de foot, pour des raisons évidentes, et pour des raisons moins évidentes, mais clairement affichées. En 2001, l'objectif, c'est que ça soit The Race, quoi. Donc il est évident que ça ne va pas être un site qui va ressembler à celui d'aujourd'hui. Donc il va devenir de plus en plus interactif à partir du mois d'avril. Pour l'instant, en ce qui concerne les informations concernant les challengers, on est dans une période de grande manœuvre. Donc c'est vraiment la période qui... Enfin, il faut comprendre le niveau de confidentialité de certains. Ça ne va pas durer longtemps, hein. En septembre, les dés seront jetés pour tout le monde, puisqu'on ne pourra plus démarrer la construction. Donc entre mars et septembre, il faut encore faire des petites enquêtes approfondies pour savoir ce qui se passe vraiment. Bien, encore 1 ou 2 ou 3 questions maximum. Nous arrivons au terme de ce débat. Est-ce qu'il y a une main qui se lève? Voilà, vous avez un micro? Non, il arrive. Pour gagner du temps, vous levez la main avec un petit peu d'avance, comme ça le micro arrive. Est-ce qu'il y a une autre main qui se lève pendant ce temps-là? Non. Une autre main devant de nouveau, très bien. Attendez, on passe d'abord à monsieur qui a un micro, vous après, je vous promets. Oui, bonsoir. Bonsoir. En fait, j'ai 2 questions à poser. Donc la première, ce serait de connaître la carte de la course The Race. Quels vont être les points de passage obligatoires? Est-ce que ça va être calqué sur le Vendée Globe ou est-ce qu'il va y avoir quelques différences? Et sinon, la seconde, c'est ce que vous pensez du bateau de Steve Fossett, la PlayStation qui vient de sortir? Oui, à la première question, concernant les points de passage, en fait, on a décidé que tout point de passage éventuel de sécurité ne serait décidé que par les acteurs eux-mêmes en fin de parcours. Donc on a reporté ça jusqu'à l'année prochaine. Pour l'instant, il y a une tendance qui va dans le sens d'un point de passage qui n'est pas un point de passage de sécurité, mais qui est beaucoup plus marketing et communication. C'est un point de passage entre les 2 îles de Nouvelle-Zélande qui s'appelle le Cook Strait, pour plusieurs raisons que vous allez bien comprendre. En fait, la première raison, elle est purement didactique, parce que j'ai toujours été choqué, moi, à l'arrivée des Tours du Monde, que certaines personnes nous demandent, mais finalement, est-ce que c'est bien le Tour du Monde? Parce que ça descend, ça fait le tour des océans, ça remonte, alors qu'un Tour du Monde, ce serait plus logique par Panama, Suez, etc. Enfin, je vous rassure, ce Tour du Monde-là, j'espère qu'on aura le temps de le faire pour nos vacances dans quelques années, mais c'est pas la même chose. Pour les enfants aussi, qui sont un peu déstabilisés par ces notions de géographie. Et au moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que la Nouvelle-Zélande, c'est exactement l'antipode de l'Europe, et que le fait de partir d'Europe, très concrètement de Gibraltar, et de passer en Nouvelle-Zélande, l'antipode de Gibraltar, c'est exactement le milieu de la baie d'Auckland. Donc ça nous simplifie un débat qui peut aider nos enfants à bien comprendre que la planète est ronde, etc. Le deuxième élément, c'est que forcément, ça peut aider le fundraising de nos amis du Pacifique, de la zone Pacifique, qu'ils soient néo-zélandais, voire même australiens ou japonais. Le troisième élément, c'est que d'un point de vue spectaculaire... Fundraising, pardon, excusez-moi. Pardon, oui, enfin, je fais toujours du franglais, la commercialisation de leurs projets, en tout cas le montage de leurs projets avec des entreprises de la zone concernée, donc de la zone du Pacifique. Le quatrième élément, c'est plus spectaculaire, c'est-à-dire d'un point de vue communication. La Nouvelle-Zélande est la seule population avec nous, en fait, les Français, un peu les Nordiques, mais même plus que les Anglais, qui soient capables de sortir près de 2000 bateaux pendant le passage de la flotte de The Race, qui peut durer probablement 1 semaine. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans le cadre, pour nous, pour l'histoire, pour le partage de toute l'histoire, est assez important. Et enfin, conséquence de tout ça, forcément, les bateaux vont remonter en latitude pour passer par le Cook Strait, ce qui a 2 conséquences. Une qui fait que les premiers doivent ralentir avant les derniers, donc s'ils doivent faire un regroupement artificiel de la flotte, ça truque rien, hein, le premier sera toujours le meilleur, mais c'est vrai que quand on part des latitudes sud, il y a beaucoup de vent, et qu'on remonte vers l'anticyclone, c'est des zones où il y a moins de vent, donc on va moins vite, il y a une chance d'avoir un regroupement, ce qui est assez intéressant en termes de sécurité et de communication. Et enfin, dernier élément, conséquence de ce regroupement et de cette montée en latitude, c'est que ça peut nous éviter de mettre une botte de paille à droite pour des raisons de sécurité pure. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça rend le parcours plus pur, tout en étant conscient d'un certain nombre de choses, qui fait que d'un point de vue diplomatique, voire même politique, avec les Australiens, les Néo-Zélandais, etc., on prend des décisions en connaissance de cause, et on n'est pas obligé justement de mettre des points de passage et des waypoints qui sont, bon, ils sont comme ils sont. On sait pourquoi ils sont là, mais ça dénature un petit peu le fond des choses.
Et la deuxième question sur le bateau du milliardaire américain. Et deuxième question sur le bateau Steve Fossett. Qui a participé aussi au tour en ballon. Oui, hein. il est à l'eau depuis maintenant un mois à Auckland. Vous pouvez voir des images sur le site, justement, pas forcément sur le nôtre, en tout cas je sais que sur le nôtre il y a quelques images. Donc on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il a fait un choix de technique raisonnable, entre guillemets, puisque personne ne savait quelle taille il ferait, parce qu'il y a des projets entre 30, 33, 35, 37 mètres. Et en fait, il fait 32,50 mètres de long sur 18 mètres de large, ce qui est déjà assez monstrueux, puisque rien que la totalité de la baume, donc c'est ce qu'il y a derrière le mât et qui tient la grande voile, fait exactement la taille des bateaux de la route du Rhum. Donc il fait 18 mètres. Donc c'est un bateau qui est somme toute intelligent. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va gagner, mais pour l'instant, il ne fait pas partie de ceux qui sont à négliger. Ça, c'est très clair. Cette question sera peut-être la dernière ou l'avant-dernière. Qu'est-ce que vous avez prévu de mettre en place comme réseau de sécurité ces gens-là ? Pour la sécurité, vous avez compris que c'est notre obsession depuis le départ, pour des raisons évidentes. C'est que il n'est pas question de ne s'attacher qu'à la communication, qu'au spectaculaire, qu'à la belle histoire et qu'à tout ça, hein, en laissant partir les gens au casse-pipe autour du monde. Donc, première notion en ce qui concerne la sécurité, le niveau des concurrents. Qui dit niveau dit contrôle de niveau, et contrôle de niveau, on a choisi de ne juger que le résultat et non pas la forme. Et le résultat, ce sont les qualifications. Qualifications, il y a deux sortes de qualifications. Une qualification de performance, ce sont les plus rapides sur les records de l'Atlantique et du Pacifique. Pour être très concret, moins de 125% du meilleur temps, du temps record, ce qui ne veut rien dire en termes de sécurité, mais ce qui veut dire quelque chose en termes de performance. Et deuxième niveau de qualification, les qualifications de stabilité. Et on demande aux concurrents d'avoir été capable de passer soit le Cap Horn, soit l'équivalent dans l'hémisphère nord, avec le même bateau. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire l'Atlantique en moins de 6 jours et de passer le Cap Horn, on ne peut pas aller au Cap Horn ou au Spitzberg sans se prendre du très mauvais temps. Donc ils font vraiment partie des gens qui ont préparé et qui sont... Maintenant, deuxième point, en termes de sécurité, quelque chose qui est un peu une innovation, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est que plutôt que d'avoir un règlement très strict ou très compliqué ou très contraignant, il est en train de se passer quelque chose d'absolument fabuleux d'un point de vue philosophique, c'est que le règlement, il reste dans sa pureté originelle qui est plus idéaliste en termes de liberté, puisqu'on a compris là où on veut aller. Mais qui dit liberté ne veut pas dire inconscience. Et en face de ça, il y a en préparation une charte de sécurité à la demande des coureurs, donc des challengers, qu'on va rédiger ensemble et qui va être signée par la totalité des participants. Et cette charte, à la différence du règlement, va être extrêmement contraignante et exhaustive. C'est-à-dire que ça va dire quoi? Ça veut dire nous, sous-signé Challenger de The Race, pensons que, donc décidons que, donc naviguons sur un bateau qui est petit 1 submersible, petit 2 accessible intérieur-extérieur à l'endroit comme à l'envers, petit 3, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, j'ai déjà les projets de règlement, il y en a à peu près une quinzaine de pages, et c'est absolument fantastique, parce que toutes les suggestions, les propositions, les idées les plus saugrenues qui vont dans le sens de la sécurité, de la responsabilité, et qui vont servir non seulement l'événement, mais en fonction de ce qui se passe, tout le monde. Je veux dire, la pêche, la plaisance, c'est extrêmement intéressant. Donc d'un point de vue philosophique, vous voyez la différence entre les deux. Et enfin, je vais faire très court là-dessus, on a pris les devants avec les autorités australiennes, néo-zélandaises, puisque nous étions en Australie l'année dernière, et qu'ils ont accepté le principe de la constitution d'une espèce de commission sécurité qui serait multinationale entre Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Chili et France, bien entendu, qui fasse en sorte qu'on puisse se parler, anticiper les choses, qu'il n'y ait plus des genres de choses absolument incroyables, comme les fréquences VHF, les fréquences de radio qui ne sont pas les mêmes sur les bateaux, les avions ou les bateaux de différents pays. Donc si modestement cet événement peut servir à être un peu le catalyseur d'un dialogue plus étroit entre les pays et les zones concernées du Grand Sud, pour l'instant on n'a pas tellement besoin, peut-être que ça aurait été d'une utilité minime soit-elle, mais en tout cas positive. En tout cas tout le monde y pense. Y a-t-il une dernière question? Je vais peut-être la poser. S'il y en a une dans le fond, très vite, monsieur, réponse courte. Question courte, réponse courte. Pendant que le micro va vers monsieur, vous parliez tout à l'heure des points communs entre la montagne et la mer. Oui. Il y a un Français qui est parti pour 6 mois dans une station, la station Mir. Est-ce qu'il y a des points communs entre un navigateur et un astronaute, un cosmonaute? Vous faites bien de me poser cette question, parce que j'ai oublié de vous dire un truc qui m'a fait rêver, qui parle des spationautes.
Je m'excuse, j'ai une voix épouvantable. Mais bon. Ça s'entend pas. Ça s'entend à peine, ouais. Imaginez-vous, quand on est rentré du Jules Verne en 93, on a été contacté par le CNES, donc Centre National d'Études Spatiales. On se demande bien pourquoi. Et bien pourquoi, je vais vous le dire. Parce qu'ils se sont rendus compte que nous étions les hommes les plus éloignés des autres hommes quand on est justement là où étaient Isabelle et Giovanni la semaine dernière, dans le milieu du Pacifique. Et j'aurais demandé de m'expliquer, mais il m'a dit oui, quand on a un spationaute, finalement il est beaucoup plus près de nous que vous. Et il voulait effectuer avec nous des tests in situ de transmission multimédia, intervention chirurgicale, ce genre de choses. On n'a pas pu continuer parce qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait d'ailleurs avec Jean-François Degnaud plus tard et d'autres missions. Mais ce qui prouve bien que l'éloignement des spationautes, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, les montagnards, les marins et les spationautes doivent vivre une espèce de privilège absolument incroyable de pouvoir s'éloigner longtemps et loin, non pas en repoussant le monde, mais en découvrant autre chose. Et en tout cas, voilà le lien, en tout cas, aussi minime soit-il, qu'il y a eu entre le monde spatial et notre petit monde maritime. Donc il y en a. Monsieur. Oui, alors j'aurais voulu savoir si après votre carrière de marin, vous allez pratiquer le sport automobile comme le fait Loïc, votre frère, et Laurent Bourgnon qui a fait le Paris-Dakar. Oui, bah Loïc, je suis pas sûr qu'il vienne faire les 24 heures d'abord. Non, il a fait le trophée Andros. Oui, ça, il le fait, oui. Non, on était ensemble avant-hier, mais ça je vais lui laisser avec joie parce que je suis absolument incompétent. Et j'ai pas envie, non, je me sens pas compétent pour courir en automobile. Je sais qu'il adore ça. Stéphane aime bien ça aussi, mon deuxième frère. Donc dans les trois, je suis le moins passionné d'automobile. Bien que vous soyez au Mans, on vous pardonne quand même. Absolument. Ouais. Et dans la Sarthe, vous avez... Alors, prochain invité, Stéphane. Vous avez du cheval aussi. Monsieur Jean-Marie Jeuveau. Prochain invité. 19 mars, vendredi 19, Patrick Poivre d'Arvor. Voilà. Qui devait venir vendredi dernier, mais qui a annulé puisqu'il était en Iran. Voilà. Monsieur Jean-Marie Jeuveau. Bien, écoutez, je ne vais pas être très long, même si, comme l'a rappelé à l'instant Bruno Perron, le navigateur aime un peu la solitude et s'éloigner un petit peu. Nous sommes très heureux ce soir de l'avoir avec nous, en tous les cas. Et je crois que vous avez tous compris que c'était un homme passionné, et puis aussi qui expliquait bien son métier, qu'est la mer et qu'aussi la navigation. Je crois ce soir qu'il a su nous motiver et aussi nous intéresser par ses propos simples, mais très convaincants. Et aussi, on a peut-être un peu mieux compris aussi les motivations de ces navigateurs, parce que quelquefois, on a du mal à saisir un petit peu ces motivations. C'est vrai qu'ils prennent beaucoup de risques, ils vont très loin, avec les conséquences quelquefois dramatiques que cela peut avoir. Mais en tous les cas, ce soir, je crois que Bruno Perron a su nous faire apprécier, nous faire comprendre un peu mieux leur motivation et leur volonté au travers de ces expériences. En tous les cas, vous nous avez aussi mis l'eau à la bouche, si je puis dire, avec cette fantastique course The Race. Eh bien, je crois que chacun d'entre nous va attendre avec impatience d'abord de connaître les participants, mais aussi de voir ce magnifique spectacle. Je crois que ce sera un très très beau spectacle, une grande fête dans tous les cas, et je crois qu'on peut vous remercier, vous féliciter d'avoir, en tous les cas, mis en place ce chantier énorme. Je suppose que vous devez prendre un travail extraordinaire, mais enfin, en tous les cas, votre humilité ce soir est très appréciable. En tous les cas, Jean-Michel David, d'accord, je ne savais pas si j'allais vous remercier, mais je crois que franchement, on peut tous vous remercier, et je crois que les applaudissements du public vont le témoigner rapidement. Merci beaucoup.